Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Bonjour à tous, vous êtes avec Tonton Maurizio sur les vraies voix du foot pour une nouvelle émission. Je vous donne tout de suite le sommaire ou je vous présente d'abord mes invités. Je vous présente mes invités parce que sans eux je ne suis rien. On commence par qui, le professeur? Le dinosaure du football français. Le dinosaure du football français. T'as intérêt à me présenter moi en premier parce que sinon tu vas passer une sale émission. On a nommé Monsieur Gilles Favard. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. T'es content? On est très content, on espère la victoire du PSG. On espère la victoire du PSG parce que c'est quand même important qu'un club français se qualifie pour la suite de cette compétition et on suit ça avec intérêt. Ouais, on va suivre ça tout à l'heure. Mon petit Pierre Grégoire. Bonsoir tout le monde, très content d'être là aussi. Soir de gala, ça se sent en arrivant là aux abords du parc. J'aime bien ces atmosphères-là. Et c'est pas ta minute, hein. Ça va. Alors je commence avec le championnat du Guatemala. On aura la minute de Pierrot tout à l'heure. Et monsieur Éric Blondel, regardez ce visage radieux. Mais dis-moi, tu m'as cité en dernier là. Oui, parce que Pierre m'a dit qu'il aurait une explication. Il a presque rien vu, voilà, tes trois titres de champion du monde. C'est vieux tout ça. Bonjour mes amis. Bonjour. Bienvenue Éric. Et toujours Maxime à la réalisation. Oui, c'est moi qui cite toujours en dernier. C'est lui qu'on cite toujours en dernier parce que je fais le tour visuellement. Et voilà. Mais je comprends pas pourquoi Maxime, c'est bien toi qui joues en... oui, c'est ça, je comprends pas pourquoi tu joues en N2, toi. Hein, non, mais le gros match de la semaine, ça reste Bordeaux-Saint-Malo samedi à 18h. Bah oui, mais justement, si tu voulais être en premier, il va falloir que tu changes un peu. Voilà. Alors, je vous dirai un secret ou je vais vous le dire tout de suite. J'ai quelque chose à vous dire. Je n'ai pas mes lunettes. Voilà. Donc, heureusement qu'on bosse beaucoup. Ça fait 2h30 qu'il nous pompe l'air parce qu'il n'a pas ses lunettes. Parce qu'il arrive le moment de vous donner la question du jour. Alors, la question du jour, il n'a pas ses lunettes. Voilà. Est-ce que la saison du PSG sera-t-elle totalement gâchée en cas d'élimination contre Aston Villa après les deux matchs, bien sûr. Pour l'instant, c'est 67% de oui. La saison sera gâchée si le PSG se fait éliminer par Aston Villa, contre 32% à peu près de non. Donc voilà, les gens estiment que la belle saison, dans le jeu en tout cas, risque d'être ternie par une élimination. C'est la question sur laquelle vous pouvez voter sur l'application Sud Radio ou sur X, anciennement Twitter. Et la deuxième, je ne sais pas si elle est apparue, Arsenal, grand favori de la Ligue des Champions depuis hier soir. On va en parler, on va parler de l'OM, on va parler du gros match de PSG. Qui c'est qui a marqué Arsenal favori? Qui c'est qui a trouvé ça? Alors c'est en faisant les émissions, en préparant l'émission. Oui, en préparant l'émission et suite au match d'hier, Gilles, on a pris quand même une petite, on a pas une douche froide, mais bon, c'est plutôt le Real qui a pris une douche froide et c'est vrai que d'un seul coup, quand tu regardes le match d'hier. Favori. Est-ce qu'on fait le débat maintenant? Favori. Est-ce qu'on fait le débat maintenant? On va y revenir. On va vers le débat. Toujours pareil. Voilà, la culture de l'instant. Voilà. La culture de l'instant. Oui, tu veux dire. Il a raison. On est d'accord pour traiter de l'actu. L'actu, c'est Arsenal qui met 3-0 au Real. Non, mais c'est pas la même chose que dire que c'est le favori de la Ligue des Champions. Ils sont un favori de rien du tout, Arsenal. Et pour moi, ils ont fait un pas. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Donc ils vont gagner la Ligue des Champions. Peut-être. Moi j'ai dit Paris depuis le mois de septembre, donc c'est pas moi que tu vas prendre à défaut. Mais toi, tu vois rien, de toute façon t'as pas de lunettes. Moi je l'avais fait à l'époque. C'est récent. Non mais vous avez l'art et la manière. Dès qu'il y a une équipe qui gagne, elle est favorite. C'est une question. Alors encore une fois, elle a été posée hier dans le fait d'action. Mais oui, on va en parler tout à l'heure. Et puis on aura Bastien Aubert, notre ami Bastien, le soleil. L'homme d'Avignon. Oui, notre ami de But Football. Il a des infos, il a des infos, je vous l'annonce. Voilà. Et puis peut-être on fera un petit point, là on aura la minute de Pierrot qu'on appelle maintenant. Je dépasse pas la minute. Les 48 minutes de Pierrot. Restez bien avec nous, on revient tout de suite après ça. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Est-ce qu'on a Bastien en ligne? Il est là. Bonjour Bastien. Bonsoir à tous, je suis là. Bastien, je t'ai mis en avant, tu as intérêt de tenir le pavé. T'es en tête de peloton, t'as fait une échappée. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? T'as des infos mercato? Mais écoutez, ça bouge un petit peu à l'OM aujourd'hui, ça annonce pas mal de trucs du côté de Marseille, donc je tenais à vous en faire part. Voilà. Notamment le très 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 probable départ de Luis Enrique en fin de saison, et on attend un petit peu tous ici à Marseille. Il serait très proche de l'Inter Milan. Pour une somme comprise entre 30 et 35 millions d'euros, donc ça serait quand même... Mais l'Inter Milan. Ouais. Alors là...
Ouais, c'est une sacrée. Pardon, je te coupe, mais quand on sait ce qu'ils ont, alors surtout qu'Enrique a été utilisé comme piston à droite plutôt cette année à Marseille. Attends, pour dénicher Dumfries ou Pavard quand c'est Pavard qui joue, ou Darmian même qui a fait une bonne saison, je trouve ça surprenant. Alors il sera peut-être en plan B. Je suis assez d'accord avec toi. Franchement, c'est assez improbable. Le Bayern était dessus, mais apparemment ils sont fait un petit peu souffler la pole position, mais pour l'Inter Milan, je trouve pas ça forcément très judicieux, je suis d'accord, mais ce serait quand même plutôt pas mal parti. Donc Marseille en se proclame pour le coup. Bon, est-ce que tu as une info? Tu voulais me parler aussi de De Zerbi? Ouais, avant de parler de notre ami Roberto, Benacer aussi, l'option d'achat. Attention, attention, Bastien, ce que tu dis sur Benacer, il y a Gilles à ma gauche. Ne froisse pas son chouchou. C'est rien glissant. Ben écoutez, l'Olympique de Marseille serait d'accord pour l'instant pour lever l'option d'achat de 12 millions d'euros. Je ne pense pas que c'est un petit peu une surprise aussi dans la saison, parce que Benacer, effectivement, il n'a pas donné les signes de sécurité nécessaires pour l'instant, à mon sens. Je pense que Gilles ne me démentira pas sur ce coup. Donc voilà les deux grosses infos du côté de l'OM. Après, ça rejoindrait l'info, la semi-info, ou du moins la supposition qu'avait donné Gilles la semaine dernière, c'est le départ d'Adrien Rabiot. Garder un milieu... même sur Benacer, il avait dit, Gilles, il y a quelques temps. Oui, mais voilà, le fait de garder un milieu qui fait pour l'instant qui a pas montré grand chose, faut être honnête. Mais voilà, le fait de le garder, ils veulent essayer une sorte de continuité. Ils savent pas s'ils arriveront à beaucoup recruter l'année prochaine. Donc, t'as encore d'autres choses à nous dire, Bastien? Non, parce que moi j'ai noté ce que t'as dit. Luis Enrique, 35 millions. Écoute-moi bien, si Luis Enrique, 35 millions va à l'Inter de Milan, je mange 2 rats. J'en mange pas un, j'en mange 2. 2 rats par la queue. Ça te va? On est le 7, on est le 8 ou le 9 avril. 9. Le mercato, si tu crois que le mercato il est prêt, je crois que l'Inter de Milan, ils ont autre chose à s'occuper à l'heure actuelle que de prendre Luis Enrique à 35 millions à l'OM. Il va falloir peut-être un petit peu arrêter d'écouter les fantasmes de la direction de l'OM. Voilà. Je suis sérieux. Quand il donne des infos, elles sont sérieuses, Bastien. C'est que que Bastien il entende ça, j'en discute pas du tout. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais il faut être sérieux, il faut analyser ce qui se dit. Tu comprends? Donc on est le 9 avril. Voilà, on est le 9 avril. Souvent les transferts qui sont annoncés comme ça. Je ne pense pas que l'Inter de Milan, sa principale préoccupation à l'heure actuelle, ça soit Luis Enrique. Et les transferts qui sont annoncés un peu comme ça, c'est vrai qu'ils sont souvent annoncés, c'est des joueurs en fin de contrat. On dit l'année prochaine, on sait qu'il ira, il a déjà conclu un deal ou quoi que ce soit. C'est vrai que là, annoncer des chiffres pareils, un club aussi fort que l'Inter Milan qui va chercher pour 35 millions, il y en a 60 000 des joueurs meilleurs que Luis Enrique, je trouve. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu hâtif. Non, ils font de la com, ni plus, ni moins, ça s'arrête là. Tu voulais me parler Ils entretiennent. Exactement. Ouais. Tu voulais me parler de De Zerbi. Tu voulais me toucher 2 mots, Bastien, sur De Zerbi, que tu as trouvé en méforme. Ouais, je l'ai trouvé un petit peu marqué, les amis. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est la première fois qu'il est marqué physiquement. Il accuse un petit peu le coup. J'ai peur qu'il nous fasse une Gennaro Gattuso. Je pensais assez physiquement. Oui. Et même si alors il s'inscrit dans le projet de 3 ans, il n'y a pas de souci là-dessus. Évidemment, mais là, il y a un petit peu. Bastien, j'ai entendu l'interview de De Zerbi. Je tairai le nom parce qu'à midi, on a mangé avec des gens qui connaissent un peu le foot, avec Eric. Quand De Zerbi il vient et qui dit qu'il comprend pas qu'à Marseille les entraîneurs restent pas plus de 2 ans ou un truc dans ce goût-là. Est-ce qu'à Lyon il reste plus de 2 ans? Est-ce qu'à Monaco il reste plus de 2 ans? Est-ce qu'à Nice il reste plus de 2 ans? Est-ce qu'à Paris il reste plus de 2 ans? Donc De Zerbi il est bien gentil, mais il faut qu'il arrête de nous prendre pour des peintres. Il est là. On nous a expliqué ce qu'on allait voir avec De Zerbi. Moi j'ai vu. Alors, effectivement, il est 2e du championnat, parce qu'il faut pas mésestimer la performance en termes sportivement, il est 2e, à très loin du Paris Saint-Germain. En termes de jeu, j'en parle pas. En termes de management, j'en parle pas non plus, c'est pas brillant non plus. Donc, De Zerbi, on va se calmer un peu quand même. Qu'est-ce qui se dit du côté de Marseille? Ouais, qu'est-ce qui se dit du côté de Marseille? On a beaucoup d'incertitudes. Ici à Marseille, pour répondre à ta question bien, on a beaucoup d'incertitudes. On aime bien l'humain, il n'y a pas de souci, la personnalité qui colle à Marseille, mais c'est vrai que tactiquement, je rejoins Gilles, tout à fait. Ça reste un petit peu léger, c'est surtout ce côté où il n'y a pas de plan B qui nous inquiète fortement. On l'a vu contre Toulouse, il reste cantonné à ses idées de base, des préceptes. Ça n'avance pas vraiment, on gagne un petit peu à l'arraché, clairement.
Là, on va jouer contre Monaco samedi 17h, ça va être compliqué, mais pourquoi pas, le jeu peut être plus ouvert, donc ce sera peut-être plus ouvert sur ce match. Mais oui, De Zerbi, pour l'instant, il n'a pas totalement convaincu, je suis tout à fait d'accord avec ça, oui. Bon, sans aller jusqu'à l'affirmation, Bastien, t'as pas une info vraiment qu'il est sur le départ et que tu n'oserais pas nous donner? Pas du tout. Non, je pense c'est un ressenti général. Oui, mais c'est surtout ce côté un petit peu où il est un petit peu, il surréagit un petit peu tout le temps. C'est un petit peu, alors oui, on comprend qu'il puisse se coller au contexte marseillais, mais c'est un petit peu trop fort, je trouve là pour le coup. Oui, c'est qu'il est un peu dans le viseur, mais voilà, qui reprenne un petit peu de ses temps tactiques dans un premier temps. Après, on verra la suite, mais je pense que c'est la priorité. Ouais. C'est vrai qu'ils ont gagné, mais ils étaient en difficulté l'autre jour. Heureusement que le petit il met un missile en pleine lucarne, parce qu'ils étaient dominés par Toulouse. Et ils avaient du mal quand même. Ouais, c'est compliqué. Très compliqué. Il n'y a qu'un joueur il n'y a qu'un vrai joueur, il n'y a qu'un vrai défenseur pour mon niveau, c'est Murillo. C'est pour vous dire à quel point on est arrivé assez bas à l'Olympique de Marseille cette saison. Murillo, qui arrive de nulle part il y a 1 an et demi. Voilà, ça reste un petit peu compliqué. Ils sont deuxième, comme l'a rappelé Gilles, c'est quand même très honorable de leur part, mais je suis un petit peu... On peut pas gommer ça, hein, Bastien. Hein. C'est sur le fond du problème, ils sont seconds. Deuxième. Second, c'est quand il n'y a pas de troisième. C'est important la langue française. Oui, tu viens d'arriver en France, Gilles. Non, chacun ses vannes. Voilà, si je dois te donner un peu de cours de grammaire à l'antenne, voilà. Bastien. Je vais t'expliquer pendant la pause. Je suis tombé sur un mec qui n'a pas dépassé le cours élémentaire 2e année. J'ai crèche plus 3. Il est en train de nous donner des cours de français. Celle-là, je ne l'ai pas vu arriver. Celle-là, je peux te dire. Et pourtant, il est authentique. Voilà, c'est le seul mec qui confond coco et abricot quand même. Il l'a placé. Il est venu de lui. Et qui vient nous parler de ça. Pour être sérieux, ils sont 2e du classement. Et ça, tu peux pas leur retirer. Et c'est pour ça qu'on en parle toutes les semaines. C'est pour ça qu'on en parle et qu'il faut en parler. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si la fin de saison elle est pas bonne, ils peuvent se retrouver 5e, comme ils peuvent rester second. Mais c'est quand même un peu laborieux, quoi. Voilà ce que je veux dire. Oui. Mais c'est laborieux pour tout le monde. C'est laborieux pour Monaco, c'est laborieux pour Lille qui est en train de plonger. Il y a que Lyon qui a l'air un peu de regratter des points. Strasbourg qui a l'air de, ça va être peut-être l'équipe surprise qui peut se caler à la 4e place ou un truc comme ça. Mais c'est quand tu vois Monaco qui joue quand même avec un piqué dans les buts, parce qu'ils jouent quand même un piqué. Hein, ils ont qu'à mettre un piqué, ça revient au même. Moi, il y a des moments, je me demande comment les clubs travaillent. Voilà. Mais ils sont là. On nous explique que les directeurs sportifs sont des génies. On nous explique que les entraîneurs, alors là, c'est pas des génies. Ils ont inventé le football. Tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il faut redescendre par terre, mettre bien les pieds par terre et regarder ce qui se passe. Et quand je vois ça, écoute, je suis content. Moi, sincèrement, je préfère que l'OM fasse la Ligue des Champions. Je te le dis très franchement. Voilà. C'est d'abord le stade sera plein, ça sera extraordinaire, l'ambiance et tout. Mais il va falloir qu'ils aient une autre équipe que ce qu'ils ont. Hein, alors, parce que là, il va falloir continuer à bosser. Parce qu'il va falloir continuer à bosser et à bien bosser. Hein. On va libérer Bastien. On te remercie, Bastien. On te dit à la semaine prochaine. Maintenant, on va voir. Attends, Bastien, s'il te plaît, tu m'entends? Non, tu vas pas me la refaire. Ah si, s'il te plaît, arrête de traîner sur mon Instagram, je vais avoir de ça. Grillé. Allez, on t'embrasse bien fort, Bastien. À la semaine prochaine. Bastien, notre partenaire de butfootballclub.fr. J'ai une bonne nouvelle, Gilles. On va marquer une pause. Bon, on va enfin rentrer de l'oseille. Restez avec nous dans les vraies voix du foot. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes toujours avec nous sur les vraies voix du foot. Tonton Maurizio, Pierre Grégoire, Éric Blondel, Gilles Favard et Maxime à la réalisation. Le débat continue pendant la pause. Donc on perd un petit peu le fil, mais je crois que Éric a quelque chose à dire sur comme on est sur la Ligue 1, sur le Montpellier. Oui, ça fait de la peine ce qui se passe à Montpellier. Mais enfin bon, quand Jean-Louis est arrivé là-bas à Montpellier, je sais quand Jean-Louis Gasset, quand il est arrivé à Saint-Etienne déjà au départ, il fait venir Subotic, Debuchy, Paul-Georges Ntep et Mvila. On en a parlé il y a quelques mois. C'est la première émission que j'ai... Non, pas Casery. Après, moi, je suis parti. Mais les 4 qu'il fait venir au mercato d'hiver, en fin de compte, il demande un joueur sur chaque ligne. Et à l'époque, Bernard Carizot et Laurent Meillet, ils ont sorti le chèque. Donc, quand il a signé à Montpellier... J'étais un peu près sûr, on en avait parlé, que si il renforçait pas son équipe, parce que c'est sa façon de travailler sur le mercato d'hiver, ils allaient être en difficulté. Un Casery un peu vieillissant, un Ferry un peu vieillissant,
un Delors qu'ils ont pris au mercato d'hiver qui est plus ce que c'était, même si ça reste des joueurs d'un certain niveau. Je pense qu'ils se sont un peu trompés. Voilà. Et résultat des courses. À Paris, au Paris Saint-Germain, j'ai travaillé avec Jean-Louis, avec Luis Fernandez, et je me rappelle que dans les années 2000, il avait demandé à faire venir Stéphane Pédron et Jérôme Leroy, qui étaient à Marseille, revenir à Paris. C'était 2 excentrés à l'époque. Et il travaille assez là-dessus, c'est-à-dire que sur les mercatos d'hiver, il veut des joueurs. Montpellier lui ont pas donné, j'étais un peu près sûr que ça se passerait pas bien. Malheureusement, parce que ça me fait de la peine pour la famille Nicolin, voilà. Ouais. Mais c'est intéressant parce qu'il est censé le savoir quand il signe à Montpellier, il arrive pas. Mais ils ont peut-être pas, à l'époque, ils ont peut-être pas les moyens, si tu veux, pour recruter sur un mercato d'hiver que Saint-Étienne avait eu les moyens à l'époque, ou tout du moins avait sorti, même si économiquement ça a fait du mal derrière, parce que je sais que Gilles, il peut rebondir là-dessus, parce que je sais ce qu'il va dire. Mais sportivement, ça avait fait du bien. Et là, 9 défaites de suite quand même. Hein. Oui. C'est 9 buts. Là. Et du coup, un ancien... Vas-y. C'est-à-dire que il s'est loupé, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'est loupé, avec des belles paroles de mecs du Sud, comme d'habitude. Il s'est loupé. Et quand on se loupe, il faut le dire. Voilà, il s'est loupé. Donc, il y a rien d'autre à dire. Comme l'a dit Eric, à Saint-Étienne, ils ont donné des salaires de martiens à certaines personnes. Ça les a même bien plombés pour la suite. Il faut pas l'oublier non plus, parce qu'après lui, l'herbe ne repousse pas. Et tout compte fait, on s'aperçoit que Jean-Louis Gasset est certainement, un bon adjoint, mais certainement pas un bon numéro 1. Voilà ce que j'ai. Je l'avais déjà dit. Un ancien adjoint de Saint-Etienne et du PSG en chasse un autre, puisque du coup depuis hier on sait que c'est Zoumana Camara qui devient l'entraîneur principal du Montpellier Hérault. Il va finir la saison un peu en roue libre et préparer l'année prochaine. Lui-même l'a dit, il a déclaré: je gagne du temps et je prépare l'avenir. Donc à voir. Pour une fois, c'est pas un gars du Sud, quand même bien la famille Nicolin. Et c'est donc Zoumana Camara, première expérience en tant qu'entraîneur numéro 1. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va avoir le droit à la minute de pion. Pardon. Allez, on vous laisse. Je sais. Vous me taquinez. Allez, on dure démotivé. 9 minutes 30 seulement. Allez. Non, mais en plus, ça fera le lien avec ce qu'on va dire après. Je vais pas faire très long, vraiment pas faire très long, parce que c'est vrai que les résultats du week-end ont été un peu éclipsés par les 2 beaux matchs de foot qu'on a eu hier, puisque les critiques s'abattent sur le Real Madrid. Je commence par eux, qui avaient déjà perdu contre Valence à la dernière minute en championnat, et qui se font un petit peu distancer maintenant par le Barça, qu'on n'avait pas profité, mais voilà, ça c'est en championnat. Le Real, on en parlera de toute façon, mais moi je suis un petit peu inquiet. On le savait que Toni Kroos n'avait pas été remplacé. Il le sera sans doute jamais par Camavinga et encore moins par Dani Ceballos. Et le Real Madrid est Camavinga qui a pris rouge hier, donc qui jouera pas le retour. Tout à fait. En plus, un rouge un peu stupide. Il était suspendu, je crois. Oui, déjà avec son premier jaune, il était déjà suspendu, mais le deuxième est un peu rocambolesque quand il shoot dans le ballon. C'est pour être sûr. Oui. Il avait un doute. Là, il n'en a plus. C'est bien. C'est bon. Il a été assez mature. Alors, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Le Real Madrid, on l'avait déjà évoqué aussi avec l'équipe la semaine dernière. Défensivement, ça n'a pas du tout. Le retour de blessure de David Alaba n'a rien stabilisé du tout. Et comme j'ai dit contre Valence, quand la défense ne va pas, tu peux t'en remettre à tes individualités. Seulement, quand les 4, Rodrigo, Bellingham, Vinicius et Mbappé, sont sur le terrain, on sent clairement un déséquilibre. Pour ne rien arranger contre Valence, pour finir sur ce match, Vinicius avait encore raté un penalty, du moins arrêté par le gardien Eric, c'est important les mots. C'est pas pareil. Il avait égalisé ensuite, mais il avait déjà raté un penalty, et pour ne rien arranger, Vinicius a été transparent hier contre Arsenal. Le Barça, pour finir sur l'Espagne, qui joue ce soir contre le Borussia Dortmund, donc le Lewandowski ICO, on va l'appeler comme ça. Le Barça largement favori, même si le Borussia Dortmund reste sur 2 victoires en championnat, 7 buts marqués, mais on sait souvent que la forme en championnat ne veut pas souvent dire grand-chose en Coupe d'Europe. Le Real Madrid qui s'est incliné hier, vous l'avez suivi, on va parler contre Arsenal qui a vraiment fait un match digne des plus grandes soirées. Alors beaucoup de gens forcément sur les réseaux parlent de Declan Rice, le fameux double buteur sur coup franc. C'était jamais arrivé qu'un joueur marque un coup franc direct en phase éliminatoire. Ils essayaient de remonter le temps d'avoir l'info, mais en fait, il avait jamais mis un coup franc. Et surtout lui, qui avait jamais tiré un coup franc. C'est vrai. Alors moi qui regarde beaucoup le match, comme vous le savez, Declan Rice, on le découvre pas hier. C'est vraiment un taulier de Mikel Arteta. C'est la recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal. 116 millions d'euros. Il avait détrôné Nicolas Pepe quand il est arrivé en 2023. Il n'a pas eu de mal. Il n'a pas eu de mal, non, il a eu beaucoup moins de mal que Pépé, en tout cas, à s'imposer à Arsenal. Là, on sait qu'il partira pas en vacances. Gilles partira pas en vacances avec qui? C'était déjà Nicolas Pepe. Moi, je partais en vacances avec mon grand-père, je partais pas avec Pépé.
C'était déjà une anomalie que Pépé soit la plus grosse recrue. Voilà, Declan Rice qui est vraiment le taulier du milieu d'Arsenal, et on l'a vu hier. La force collective des Gunners. J'ai perdu du monde autour de la table là, apparemment. Il nous fait des vannes. Et il faut pas confondre coco et abricot. Tout peut arriver avec Gilles Favard. Arsenal qui reste en championnat à 11 points de Liverpool, mais est-ce qu'ils vont la gagner la Ligue des Champions, Maxime? Est-ce qu'ils vont la remporter cette année? On en parlera tout à l'heure, mais évidemment. On a un grand fan de Bordeaux et grand fan d'Arsenal. Je tourne vers lui. Voilà, la patte Mikel Arteta, on l'a vu hier. Rappelons que ça fait plusieurs matchs que Arsenal joue sans attaquant. C'est Mikel Merino qui est replacé un peu en faux neuf. Il a planté hier un but tout en subtilité. Donc bravo à Arsenal qui ne sera pas champion vraisemblablement, mais en tout cas qui hier a procuré du plus. Mais qui, attention, qui ont eu souvent en Angleterre, les clubs ont un coup d'éclat. Un coup de mou à l'heure actuelle, c'est Liverpool qui a un gros coup de mou depuis un petit mois, on va dire, et Arsenal l'a eu en janvier-février, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Et là, ils sont en train de se requinquer. Donc effectivement, on arrive dans le money time de la Ligue des Champions, mais on arrive aussi dans le money time du championnat anglais. Et attention, ils sont pas si loin que Liverpool. Et attention au prochain faux pas de Liverpool. Si Arsenal gagne, ils vont les avoir dans le rétroviseur, et les autres vont se retrouver un peu les fesses dans les ronces. Ouais. Et ça va piquer. C'est intéressant. Donc, et je pense sincèrement qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas assez, mais je trouve que Liverpool est en grand danger. C'est intéressant, voilà. Le match du PSG, alors il y a peut-être un avant, un après match PSG, mais Gilles a tout à fait raison. Alors Liverpool reste quand même à 11 points d'avance sur Arsenal à 7 journées de la fin. Il va falloir aller les chercher. C'est vrai que Liverpool a perdu à Fulham. C'était la première défaite après 26 matchs sans défaite. Ils avaient déjà fait l'exploit de faire 26 matchs sans défaite en championnat. Ils ont perdu à Fulham ce week-end, donc 11 points d'écart entre les deux, mais on va suivre ça de près. Et puis Arsenal mettra sans doute tout sur la Ligue des Champions si jamais il passe. C'est sûr. Je finis avec les matchs d'hier. Il est temps. Et Bayern-Inter. Avant d'oublier cette petite anecdote, dans les trois gros championnats, Espagne, Italie, Angleterre, aucun des deux premiers n'a gagné le week-end dernier. Puisque le Napoli, malheureusement, Maurizio n'a pas profité du faux pas de l'Inter. Mais l'Inter, qui était un peu essoufflé, je l'avais trouvé contre Parme, où ils ont été accrochés 2 partout le week-end dernier, ont fait un match XXL hier sur la pelouse du Bayern Munich. J'y viens, avec notamment le but, je pense que tout le monde l'a vu, de Lautaro Martinez, un petit chef-d'œuvre collectif, et le travail de Marcus Thuram qui a souligné, et le but de Fratesi ensuite qui a confirmé la victoire. Le Bayern avec un grand Michael Olise, comme j'ai trouvé, qui avait fait un peu le faux follet dans la défense interiste, mais c'est là où on retrouve un peu ce genre d'équipe italienne très dure à bouger, un gros bloc collectif plus, et donc bravo aux Milanais. Un énième but de Thomas Müller. Il a une coupe l'herbe sous le pied. J'avais fait l'hommage la semaine dernière. C'est comme l'éternel. Exactement. C'est ton problème. T'es toujours un peu là. Ça fait 32 ans qu'on me le dit. Donc voilà, avant d'aborder la Ligue des Champions, je finis vraiment sur l'Angleterre où il y avait un choc, mais qui n'en est presque plus un, c'était Manchester United, Manchester City, puisque Manchester United se déplace à Lyon demain en Europa League, c'est important. Il n'y a pas que le PSG dans la vie en club français en Coupe d'Europe. Il y a un gros match demain Lyon-Manchester. Le derby soporifique. Qui a accouché d'un triste 0-0, vraiment deux équipes en manque d'inspiration et de confiance. C'est surtout le derby de Kevin De Bruyne qui dans la semaine a annoncé qu'il quitterait Manchester City en fin de saison après 9 ans au club, quelques 6 Première Ligue et une Ligue des Champions notamment. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire de la Première Ligue avec Frank Lampard, c'est mon avis. Et il quittera donc Manchester City. C'est l'Inter Miami qui tiendrait la corde pour le. Un point important, le super joueur. Oui, bien sûr. Et c'est un peu la fin. Je sais pas si c'est la fin de Guardiola, mais De Bruyne quand même, c'était le pilier de l'équipe de Guardiola. Gundogan est aussi en fin de carrière. Grealish a disparu, donc à voir comment Guardiola va se renouveler et ce qu'ils ont montré contre United. S'il se renouvelle. Ça c'est un autre. Voilà. Et j'en ai fini. Avant d'aborder la Ligue des Champions avec vous. Voilà, merci Pierrot. On va encore marquer une page de pub, et j'aurai une question tout de suite après sur les coups francs. Le coup franc de Rice. Les coups francs. Ouais, les coups francs, parce qu'il y a quelque chose qui, moi, m'a choqué. On en parle tout de suite, on revient dans 30 secondes. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire, Gilles Favard, Maxime à la réalisation, Éric Blondel. T'as vu, tu recules de plus en plus. Encore le dernier. Après Maxime bientôt. Je sais pas pourquoi. Bon, j'ai une question qui était pas prévue. Si, je l'avais dans le fond de ma tête. Hier, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est que le Rice qui met, je vais pas déformer son nom, c'est bien ça, Rice. Qui met 2 super coups francs. On est d'accord, il n'y a rien à dire, c'est exceptionnel. Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça se fait qu'on n'en voit pas plus souvent des coups francs comme ça?
parce que d'abord, on en voit de moins en moins. Moi, je sais pas. Je dis ça, je dis peut-être une bêtise. Je trouve qu'on voit de moins en moins de coups francs, mais je pense que c'est de plus en plus difficile. Je pense que les ballons s'y prêtent beaucoup moins qu'avant. J'ai l'impression, hein, c'est juste une impression. Les gardiens s'en plaignent. Les gardiens, d'abord les tireurs, parce que les ballons sont très volatiles, je vais dire, et hier, par contre, j'ai trouvé qu'ils avaient pris parfaitement l'effet dompté par le joueur, qui était. Après, on peut discuter des coups francs. Ils sont remarquablement bien tirés les deux. Est-ce qu'ils sont très bien défendus de l'autre part? On peut toujours en discuter 120 ans. Ouais, le mur, il est disloqué. Le mur, il n'est pas très bien placé. On va dire qu'il n'est pas très bien placé, mais enfin, est-ce que c'est Courtois s'est peut-être trompé sur un truc? Il a pris une option, et plus sur le second que sur le premier, parce qu'il a pris une option. De faire un mur, alors que je pense que moi j'aurais pas fait de mur sur le second, mais c'est un problème peut-être technique à parler. Peut-être un peu loin, mais non, j'aurais pas fait de mur. D'où il est à 28 mètres en diagonale, j'aurais pas fait de mur. Mais parce qu'une fois qu'il fait le mur, il est obligé de prendre une option. Et l'option se termine contre lui parce que l'autre il réalise un truc extraordinaire, il peut pas aller la chercher. Elle va dans l'angle. Elle va dans l'angle. Je trouve que s'il joue. Non, attends, je dis pas que c'est la faute de Courtois. Je dis c'est un fait de jeu, on discute. C'est vraiment, c'est vraiment très technique et c'est juste par beauté du geste. Hein. Mais les deux coups francs sont remarquablement tirés, il n'y a rien à dire. Et je laisse toute la valorisation au tireur du coup franc. Complètement. Et non pas à des erreurs de Courtois ou des erreurs du mur. Vous avez compris ma question. Bien sûr, c'est ça. Au niveau, on a le droit d'être exigeant, et moi qui joue, on joue tous. Je suis bien d'accord. On devrait en voir plus souvent. Oui, mais alors déjà, faut que le coup franc soit sifflé au bon endroit. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir à chaque match un coup franc aux 20-25 mètres. Après, il y en a beaucoup de coups francs, tu sais, il y a beaucoup. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est lui qui les tirait. Il n'en avait jamais tiré auparavant. Surtout dans la décision. Dans la décision, et s'ils l'ont laissé tirer, c'est qu'à l'entraînement, il a dû en tirer. Parce que tu sais, l'entraînement, il tire des coups francs. Bien sûr, on travaille. Et s'ils l'ont laissé, et quand tu regardes bien, tu sais que c'est lui qui va tirer. Donc ils l'ont laissé tirer, parce que quelquefois ça discute, quelquefois ça se dispute. Il y a une grosse question de confiance. Et là, il y a une grosse. Ils l'ont laissé. Et ils ont bien fait de le laisser. C'est vrai qu'on savait que l'équipe d'Arsenal, encore une fois pour ceux qui les regardent beaucoup cette année, sont très forts sur le coup de pied arrêté. Il y a un vrai préparateur, c'est pas pris au hasard. Et c'est vrai que ça porte à confusion. Franchement, ils mettent beaucoup de buts sur le coup de pied arrêté. Non mais d'accord qu'ils mettent beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, mais ils n'ont pas un préparateur. Ils ont des joueurs qui les travaillent. Voilà. Est-ce que tu penses que Cristiano Ronaldo ne travaille pas les coups de pied arrêtés à l'entraînement? Il les travaille. Il les travaille. Pendant 3 ans, il en a 4 ans, 5 ans, il n'en a pas mis un. Il en tirait exactement 150 par. Moi, j'aurais joué avec Cristiano Ronaldo, j'aurais hurlé. J'aurais dit maintenant t'arrêtes, ça va, t'en mets pas un. Il n'en a pas mis un pendant 5 ans. C'est encore une autre partie de la réponse. Tu comprends? Le mec, il tirait tout le temps, et toujours lui qui tirait, il n'en marquait pas. Donc arrivé un moment, il faut laisser quelqu'un d'autre. C'est une partie de la réponse à ma question. Et là, peut-être qu'ils l'ont laissé lui, parce qu'à l'entraînement, il donnait des gages de sécurité, et puis voilà, et puis il a réussi, puis tant mieux, et bravo à lui. Ce qui est intéressant, c'est que la confusion, je finis juste avec ça, la confusion dont parle Gilles, c'est qu'à chaque fois, il mettait quand même un gaucher. Declan Rice est droitier, il met 2 fois la même en enroulant vers l'intérieur. Et à chaque fois, il y avait soit Odegaard, je crois que c'était le deuxième, c'était peut-être Saka sur le deuxième, alors c'est vrai que quand le deuxième coup franc arrive, on se dit que c'est Rice qui va tirer, puisqu'il a mis le premier. C'est vrai que sur le premier, je crois que c'est Odegaard qui est avec lui, et Courtois, c'est peut-être pas que. Et sur le premier, si tu écoutes son interview, sur le premier, il décide de la mettre direct, alors qu'à l'origine, il part pour pas le tirer direct. Et il le dit parce que à l'origine, le premier, il veut la mettre par-dessus. Ouais. Et quand il voit comment le mur est placé, il a pris la décision de la mettre direct, et il a bien fait, du reste. Donc, c'est une très bonne décision. Non, mais c'est tout lui revient à lui, quoi. La réussite lui revient. Mais c'est juste là, je voulais soulever ça, qu'on est en pamoison, ok. Moi, il y a un truc, j'ouvre une parenthèse, je la referme. Il y a des Messi mettait des coups francs directs. Oui. J'ai vu Mbappé tirer des coups francs directs pendant 5 ans, 6 ans, comme il en a mis. Pas beaucoup, hein. Je te le dis, pas beaucoup. Ouais. Et je sais même pas s'il en a mis un. Il en a peut-être mis un. Je sais pas s'il en a pas mis un avec le Real. À côté de ça, Juninho. Mais il avait été décalé. Il avait été décalé. Mais c'est pour ça que je te dis, t'as Cristiano Ronaldo, ça va. Pendant 5 ans, il a tiré, il en a pas mis un. Non, mais c'est ce que ça soit en équipe nationale, que ça soit avec le Real, que ça soit avec la Juve, que ça va, stop. Arrive un moment, c'est stop. Mais nous qui avons eu la chance de connaître, les anciens. Non, mais Juninho, à chaque fois, il y avait but. Ronaldinho, il y avait but. T'avais des joueurs quand même. Carlos.
Pirlo. Mais t'avais des gens qui mettaient vraiment des coups francs. Des plus grands, Michel Platini. Voilà. Alors, oui, le plus grand, on en reparlera. Bientôt Michael Olise. Le plus grand. C'est vrai qu'au niveau des coups francs, Platoche. Mais au niveau de tout, on a eu la chance de connaître Platoche. De voir jouer Platoche. Le coup franc contre les Pays-Bas qui nous qualifient en Coupe du Monde. Quand même, ça reste dans les 38e minutes, je crois, Jean-Michel Larquet au commentaire. Il est fort sur la culture. Oui, la vieille culture. Tu sais quoi, je me souviens surtout qu'avec l'équipe de France, contre l'Italie, à Dinosov, il lui en met 2. Il lui en met 2. Le premier refusé parce qu'il a tiré avant le coup de sifflet. Il retire, il le met de l'autre côté. À Dinosov. À Dinosov, qui était en pleine bourre à l'époque. Voilà, et on gagne la Coupe du Monde derrière, je crois que c'est 82. C'est la Coupe du Monde 82. Non, mais tu gagnes pas la Coupe du Monde en 82. Si, je dis l'Italie, moi. L'Italie, ah oui, non. C'était un match amical. Oui, des formations professionnelles. C'était un match amical. Si tu connais bien le foot italien, il y avait un Serbe, Sinisa Mihailovic, qui était très fort au coup de pied arrêté. Oui, qui était vraiment très bon. Il est décédé malheureusement. C'est un joueur de l'Inter. Très, très fort. Exactement, qui a un pied gauche magique. Et lui, ça fait partie de ces cercles fermés de joueurs. Ça faisait partie de ces gens, quand ils tiraient un penalty, tu tremblais. Quand tu jouais contre, tu tremblais. T'es pour Maradona, t'es pour l'Italie. J'étais jamais pour la France, je ne suis pas pour Maradona. Je tiens à vous remercier d'écouter la RAI. On n'est plus sur Sud Radio, on est sur la RAI. Oui, je me découvre. Voilà. Un nom de boutique, ça y est, je suis chez moi. Ça y est. De locataire, il est propriétaire, le mec. Je vais vous dire. Ça y est, j'ai acheté. Allez, on enchaîne avec je voulais faire cette parenthèse sur le couvrant parce que c'est important. Un petit mot sur le Real aussi, peut-être. Moi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation du Real hier le Real, on en avait discuté, ici dans des émissions antérieures. Je t'avais dit qu'Alaba, il n'a pas joué pendant un an. Le temps qu'il revienne, il va falloir du temps. Derrière, ils sont pas au mieux. Camavinga, depuis qu'il est au Real de Madrid, il régresse, il progresse pas. Donc c'est qu'il travaille pas. C'est aussi simple que ça, à son âge, qui ne travaille pas. Le petit à gauche, Vinicius, il a blessé. Vinicius, c'est le Brésilien qui est capricieux, donc ça va être compliqué. Mbappé, je t'ai dit, est-ce qu'on joue mieux avec Mbappé ou sans Mbappé ? Est-ce que tu joues, quand Mbappé l'est, il sera toujours meilleur buteur, mais est-ce que tu gagnes les grands titres ? C'est une question à se poser. Alors nous, en équipe de France, on peut dire qu'on a été champion du monde avec Mbappé, il avait 18 ans. On n'a pas tout à fait le même âge. Donc, on va bien voir, parce qu'on arrive dans le money time de la Champions League. Si le Paris Saint-Germain sans Mbappé continue son parcours, il va falloir se poser les bonnes questions. C'est sûr. Moi, j'ai juste peur qu'on tombe trop sur lui. Alors hier, en plus, il a une occasion, il met un plat du pied sur Raya, qui peut changer peut-être la donne. Mais moi, je trouve que ça a été le moins pire. Je sais pas si c'est très français d'ailleurs. Le moins pire des quatre devant. Je pense que Vinicius, Eric a souligné. Vinicius, faut reconnaître là, c'est son cousin qui joue depuis un an. Non mais. Kylian, il est plein de bonne volonté, tu le vois, il essaie toujours d'effacer, il essaie toujours de proposer, il décroche, il cherche un appui, mais tu sens bien qu'il y a un truc qui va pas. On sent qu'il y a un truc qui va pas. On sent qu'il essaie des fois de faire les choses seul. On sent que, moi je sais pas, cette équipe elle est bizarre. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais Kylian, il n'était pas dans cette équipe, il était au Paris Saint-Germain à l'époque. Là, il a raison, Gilles. C'est là qu'il va falloir se poser peut-être des bonnes questions. Ils sont capables de faire une remontada, comme on dit ? Non, mais ils sont capables de tout, le Real. Surtout le Real, ne jamais les enterrer. Surtout là-bas. Jamais les enterrer. Mais sur ce qu'on a vu hier, je suis un peu sceptique. Voilà, c'est tout. Mais on l'a dit dans les émissions antérieures, on a toujours dit que le Real avait un effectif qui n'est pas équilibré cette année. Normal. C'est vrai, quand tu passes des années à jouer avec Modric, Casemiro et Kroos et que tu te retrouves avec les pimpins qu'ils ont au milieu de terrain, c'est compliqué. Donc il le fait démarrer hier, Modric. C'est quand même, c'est un signe quand même, parce qu'il fait démarrer Modric. Il fait quand même 38 ans, 39 ans. Là, à l'extérieur, avec 4 mecs devant qui vont pas défendre. Oui. Parce que Rodrigo n'a pas été bon. Bellingham travaille. J'ai dit une bêtise. Bellingham il court. Il court. Mais avec les 3 de devant, parce que Rodrigo. Non, hier il n'a pas été terrible. Il n'a pas été bon du tout. Vinicius, on n'en parle pas comme tu dis. C'est son cousin. Et Mbappé, tu sais très bien qu'à la perte du ballon, tu l'oublies. Il n'existe plus. Donc c'est compliqué. Il était complètement effacé. On parlait d'Mbappé, c'est bien, ça nous fait le lien avec le Paris Saint-Germain. Peut-être un point sur le sondage. Juste pour finir sur ce sujet-là, la question c'était: Arsenal est-il le grand favori de la Ligue des Champions ? Le public aguerri de Sud Radio répond non à 65% contre oui à 34%. C'est vrai que favori, je pense qu'on était plus, comme on disait tout à l'heure, dans l'instant, dans l'euphorie du match d'hier. Favori, s'il passe, ça sera un candidat
sérieux forcément, mais en demi-finale tout le monde est sérieux. Mais voilà, Arsenal a montré un bon visage hier, favori. C'est ça qui fait les questions. Pourquoi c'est pas une question? Est-ce que l'Inter de Milan va pas être le favori de la Ligue des Champions? Non, mais c'est vrai que quand tu regardes le match d'hier, et vous avez vu, on a parlé d'Arsenal, j'ai pas parlé de mon pote William Saliba, qui a été encore une fois exceptionnel. Voilà, qui a été solide. Qui est un joueur remarquable. Voilà. Oui. Voilà. Moi, j'hésite. Par Saint-Étienne. Moi, vous savez, tout à fait. J'hésite pas, parce que en France, on a toujours tendance à minimiser les performances des Français. Non, mais c'est un truc qui me rend fou. Saliba est un des meilleurs défenseurs central de la planète. Point final. Moi, j'ai dit qu'il finirait meilleur joueur du monde. C'est pas parce que c'est mon pote, c'est parce qu'il est... mais c'est pas une question d'être joueur. Mais il finira meilleur défenseur du monde. Oui, à part Rudiger. Il coche beaucoup de cases. Il est bien meilleur que Rudiger. Balle au pied, ça n'a rien à voir. Rudiger, il a les pieds farcis. Donc, t'es gentil. Saliba, il sait jouer au foot. Ouais. Mais ce que je veux te dire, quand on a des bons joueurs, ils jouent. Tu sais, ils ont critiqué Pavard pendant des années. Pavard était au Bayern, il était titulaire indiscutable avec 4 entraîneurs différents. Ils se sont trompés, les 4 entraîneurs. Il arrive à l'Inter, il est titulaire. Ils se trompent, les entraîneurs? Non, mais c'est sûr qu'en France, les mecs au café du commerce, le café du commerce, ils se trompent. Mais pas les entraîneurs. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Eric, moi, je vais te dire un truc. Je te dirais, franchement, j'aimerais bien que Paris Saint-Germain recrute un mec comme Pavard sur le côté, parce qu'il peut jouer un peu sur les deux côtés, il peut jouer un peu, d'abord, il joue beaucoup dans l'axe. Il faut que tu saches que la formation de Pavard, c'était dans l'axe, déjà. Il a commencé milieu de terrain à Lille. Il a été lancé par René Girard, dont on parle très peu, mais qui est un très bon entraîneur. Il a fait mis après arrière droit, mais que sa formation, c'est défenseur central, et qu'il est dans une défense à 3, la fameuse défense à 3. À droite, il n'y a pas beaucoup qui lui tiennent la route. Voilà. Non, Eric, je voulais que tu nous parles un peu de William, parce que 2 secondes après, on va passer au PSG. Parce que tu l'as vu arriver, toi, à Saint-Étienne. Oui, Saliba, il a été au centre de formation de l'AS Saint-Étienne, et c'est Ghislain Printemps qui l'a découvert. Avec la réserve, il était dans l'équipe de la réserve, c'était Laurent Baclès qui était l'entraîneur à l'époque. Il l'a vu, il a attrapé Jean-Louis, il lui a dit, écoute, défenseur central, il faut regarder ça. C'est lui qui l'a fait monter. C'est Ghislain Printemps qui a découvert, franchement, qui l'a fait monter en l'équipe première, le petit William Saliba. Et l'autre jour, tu m'as expliqué en off que quand tu l'as vu arriver, tu n'aurais pas forcément misé dessus. Non, parce que quand tu le regardes un peu, il a un peu cette nonchalance, cette course, il a une course un petit peu des appuis qui sont particuliers. Il a des appuis très particuliers. Mais c'est un volant, il va à 200 à l'heure, il faut le savoir, il a un bon jeu de tête. Très bon jeu. Et en plus, dans un groupe, c'est un gentil mec. Voilà, c'est vraiment gentil, je vous le dis. Pierrot, je te coupe juste 2 secondes parce que pour compléter ce que tu dis, William, c'est un espoir pour beaucoup d'enfants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Et voilà, il fait partie de ces joueurs. Voilà, il était de Montfermeil, mais c'est au-delà de ça, c'est juste qu'on peut ne pas être au départ, avoir une coordination parfaite. Je ne dis pas que William n'avait pas une bonne coordination, mais comme ça, un côté nonchalant, un côté, on peut ne pas partir favori et arriver là où William est arrivé. On cite souvent Kylian Mbappé comme modèle. William en est un pour beaucoup de monde. Et c'est un message d'espoir que je veux adresser aux gosses. Non, mais t'as raison. Tu connais où il vient de te dire. On parle des entraîneurs, des machins. On te parle de Ghislain Printemps. On te le dit, c'est l'adjoint, c'est ceci. Ghislain Printemps, le meilleur des choses qu'il fait, c'est la formation. T'as des gens qui sont faits pour ça. Voilà. Ils sont pas faits pour autre chose, ils sont faits pour ça. Et quand tu vois un mec comme lui qui est dégingandé, qui ressemble pas à un joueur de foot, mais t'as des types qui voient une chose. C'est-à-dire que quand il voit un mec qui se fait jamais dribbler, il va beaucoup plus vite que ce que tu penses. De la tête, il perd jamais un ballon. Tu te dis au bout d'un moment, tu dis, mais attends. Lui, il ressemble à rien, mais il est jamais en difficulté. Voilà. Et il apporte toujours un plus. Donc, c'est là dont Eric a raison. On fait monter d'un cran et tu t'aperçois que tu fais monter d'un cran, il est toujours pareil. Toujours aussi fort de la tête. Tu le dribbles toujours pas. Il va toujours aussi vite. Et il joue. Voilà, et là, il commence à prendre. Là, il prend une envergure internationale. Bravo du coup à Ghislain Printemps, mais aussi à Arsenal et à la gestion du cas Saliba, parce qu'on rappelle qu'il avait signé assez tôt. Il avait été prêté à Saint-Étienne. Il n'avait pas joué, pas lancé dans le grand bain, et on le revoit plus après. Puis prêté à Nice, à Marseille, pour faire ses gammes. Et après, quand il a trouvé sa place. C'est toujours le même truc. Je t'ai toujours dit, quand tu as 20 ans, 21 ans,
Si tu joues pas, tu régresses. Ah bah ça, quand tu joues, tu progresses. On avait le sujet c'est un sujet qui sera un sujet éternel. Ouais. Voilà, éternel. Quand tu es jeune, tu dois jouer. C'est pour ça que quand j'entends des mecs qui ont 19 ans, tu leur dis va passer un an en Ligue 2. Moi, je vais pas jouer en Ligue 2. Tu vas pas jouer en Ligue 2. Oui, non, mais c'est. On est d'accord. Je vais pas jouer en Ligue 2. À 18 ans, il a cette voix-là. Déjà, c'est pas tu sais, dans le café à Montfermeil. Il n'y a pas de café à Montfermeil. Il y a tes potes, là. Moi, je vais pas jouer en Ligue 2. Non, ils y vont. C'est un très beau clip formateur. Je ne te laisserai pas dire du mal de Montfermeil. Dis pas de mal de Montfermeil. Allez, on parle du PSG. Allez, Paris Saint-Germain. Sur le PSG, alors on était sur Arsenal, je bifurque sur Aston Villa, parce que c'est un club qui finalement est un petit peu méconnu, on va dire, du grand public. Ils sont 7e de Première Ligue, ils viennent d'enchaîner 7 victoires de suite, toutes compétitions confondues, mais je trouve que c'est une équipe très inconstante et c'est l'un des points faibles de leur équipe, donc point fort positif pour le Paris Saint-Germain. D'une part, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui n'a pas beaucoup de vécu. T'emballes pas, fais attention. De vécu européen. Après, forcément, c'est de la science-fiction parce que le match va débuter bientôt. Mais Aston Villa en championnat, ils sont 7e. C'est 46 buts marqués pour 46 encaissés. Ils ont une différence de 0. Bon, enfin, les 7 derniers matchs, attention. Oui, mais le défaite d'avance, c'était 4-1 à Crystal Palace. Donc en fait, c'est ça que je veux dire. Leur chance, c'est d'avoir Unai Emery, qui je pense connaît un petit peu le football, connaît un petit peu le Paris Saint-Germain, et d'avoir réussi. Ça change quoi qu'ils connaissent le Paris Saint-Germain? Non, il arrive avec la connaissance. Il sait qu'il peut prendre. Il était au Paris Saint-Germain il y a 10 ans. Il y a 8 ans. Oui, mais tu connais quand même un peu les instances. C'est la recrue qu'ils ont fait au mercato d'hiver. Il connaît Nasser, donc comme il connaît Nasser, il va serrer la main à Nasser, il connaît le foot. Gilles, on n'a pas dit ça, on dit juste que le gars connaît les murs, il sait un peu le fonctionnement. Il peut savoir comment, s'il y a un doute, le PSG a le vent dans le dos en ce moment. Un doute de quoi? Il a un collègue à lui espagnol, qui a à peu près la même mentalité que lui. Non, mais ils ont un atout terrible, c'est ce que c'est. Ils sont pas favoris. Voilà. Et voilà. Ils vont jouer libérés. Ils vont jouer libérés. Oui, je pense qu'il va jouer le jeu. Attention, ils ont des bons joueurs. Ils ont des bons joueurs. En transition rapide, ils vont très vite. Ils sont capables d'allumer des mèches de tous côtés. Mais comme tu as dit justement, leur défense centrale, c'est bonjour l'air d'armer, c'est-à-dire un gruyère bien ouvert. Et attention qu'ils prennent pas l'eau, parce qu'ils peuvent prendre l'eau. Avec Disasi, normalement, notamment le français qui est arrivé cet hiver. Oui. La réussite, tu en as parlé à juste titre, c'est le mercato de janvier réussi avec Marcus Rashford qui est sorti un peu du cimetière à United, et surtout Marco Asensio, un certain Marco Asensio, qui a mis plus de buts en 3 mois qu'en 2 ans au PSG, toute composition confondue. Il en est à 8 avec Aston Villa contre 7 avec 1 an et demi passé au PSG. Il joue en confiance. Et puis toujours pareil, il joue. Mais quand il joue à Paris, il y avait beaucoup de gens à son poste. Ouais. Mais c'est un bon joueur, Asensio. De toute façon, qu'on soit d'accord, ils vont pas mettre 4-0 à Aston Villa ce soir. Normalement, je pense que ça va être plus serré que prévu pour moi. Justement, moi, j'aimerais tout de suite savoir ce que vous en pensez. Peut-être pas donner un score, mais on peut s'amuser à donner un score. Mais pour moi, il va y avoir des buts. Moi, les deux personnes vont fermer le jeu. Paris va avoir le monopole du ballon. Mais pour moi, ça va se passer au match retour. Mais au match aller, moi, ça se passe au match retour. De toute façon, on va pas avoir des buts. Si, mais bon. Moi, je vois un gros score. Je vois vraiment des buts. Les Anglais, ils ferment pas. Ils vont pas fermer. C'est pas les Anglais. Je vois pas ça comme ça. Moi, tu sais, j'aime bien quand tu dis les Anglais. Ils ont que des entraîneurs étrangers sur les bancs. Oui, je dis les clubs anglais. Les clubs anglais ont quasiment que des entraîneurs étrangers sur leurs bancs, et ils ont 80% des effectifs qui sont étrangers. Alors Aston Villa a plus de Britanniques dans leur équipe. Oui, mais comme par hasard, tous ceux qui ont plus de Britanniques dans leur effectif, ils sont après la 7e place et ils sont pas en haut. Ouais. On est d'accord? Oui, c'est un fait. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même un fond, une mentalité qui fait. Non, mais ils ont une mentalité. Tu n'entends jamais que les Anglais sont venus fermer. Non, ils jouent, les Anglais, ils jouent. T'as raison, ils jouent. Mais de toute façon, Emery, il joue. Oui. Il joue. Luis Enrique, il joue. Ce sont des Espagnols qui jouent, ils vont jouer. Mais je peux te dire que Emery, il va pas venir la fleur au fusil. Hein. Il connaît les forces. Il connaît les forces offensives du Paris Saint-Germain. Il va leur dire de bien faire gaffe. Il va jouer les coups à fond, c'est sûr. Il va pas bétonner et balancer des longs ballons. C'est juste que par rapport au PSG, faut rappeler aussi qu'Aston Villa a fini 8e de la saison régulière, donc ils ont pas fait de barrage. Et au tour d'avant, ils ont eu Bruges. Alors ils en sont sortis assez facilement. Je pense que les efforts que le PSG a fournis contre Liverpool, Aston Villa était plus tranquille contre Bruges. Et en termes d'intensité, le PSG devrait avoir plus le ballon. Je sais pas ce que t'en penses, Eric, sur le match aller. Oui, mais j'ai remarqué un truc depuis 2 matchs. Ils sont un tout petit peu moins bien. Parce que tu arrives dans une période, si tu veux, t'es mené 2-0 par Dunkerque, les gars, en Coupe de France. Ils doivent passer, ils doivent gagner. Mais je les trouve un
tout petit peu moins bien. Voilà. Et j'espère que ce tout petit peu moins bien... Un peu moins concerné, on va dire. Un peu moins concerné, c'est une fin de saison, ils sont champions de France. Donc si tu veux, au niveau motivation... Sans manquer de respect à Dunkerque, tu joues à Villa, tu vois, ils sont quand même ils sont menés 2-0, amigo. Ils sont menés 2-0 très vite. Ils rament un peu, ils mettent ce but qui fait 2-1 juste avant la mi-temps. Puis après, tu sais que ça va dérouler. Mais ils sont peut-être un peu moins. Ils étaient peut-être un peu moins concernés, mais une saison c'est longue. C'est très long. Ils n'ont pas perdu un match, je crois. Non, pas perdu. Pas ça. En championnat. En Ligue des Champions, ils en ont perdu 2. Mais en championnat, ils n'ont pas perdu un match. Je pense qu'ils ont en tête de finir le championnat sans en perdre un. Oui. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un truc dans le vestiaire qui se dit. Ils n'en parlent pas. Record à battre. Je pense qu'ils vont y arriver. Je pense qu'ils sont capables d'y arriver. Mais c'est vrai qu'ils ont gagné petitement. Contre Angers, ils ont gagné petitement. Mais il a fait un peu tourner. Est-ce que... Voilà. Là, je pense que ce soir, il... Est-ce qu'Aston Villa a le potentiel pour les contrées au milieu résister c'est le milieu de terrain, Paris. Ils ont un statut de favori, Paris. Voilà, Paris Saint-Germain, un statut de favori qui me plaît beaucoup moins. Voilà. Je te le dis. Voilà. Maintenant, j'espère me tromper. Aston Villa, comme des joueurs de ballon, Morgan Rogers l'a montré, c'est la petite pépite britannique. Il y a Tillmans, une ancienne connaissance de la Ligue 1 notamment. Ils ont un super gardien. J'aime beaucoup. Donnarumma, c'est pas pour taper contre lui, mais je trouve que Martinez est un top gardien, selon moi. Gardien il a un bon état d'esprit. Notre ami personnel. Il a un bon état d'esprit. Jeté de l'huile sur le feu avant le match. Moi, je trouve que... Non, mais bon, il y a quand même des bourrins. Il est dans son rôle. Non, mais tu sais, c'est marrant parce que ça me fait toujours un peu sourire. Tillmans, s'il est arrivé, il est passé à Monaco. Oui. On nous annonçait que Tillmans était un grand joueur. À Monaco, on n'a rien vu. Alors, pourquoi il ne s'est pas épanoui à Monaco ? Moi, je ne comprends pas. Je te dis franchement, je ne comprends pas parce que je le trouve bon à Aston Villa. Oui, c'est un joueur de ballon. C'est un joueur de foot, c'est un mec qui met des buts en plus, il est capable de frapper. Il a une grosse frappe, lourde. J'arrive pas à comprendre. Il y a des moments, il y a des joueurs qui en France, ils n'arrivent pas à s'épanouir et ils partent à l'extérieur et tu les trouves meilleurs que quand ils étaient en France. Ouais, peut-être les joueurs avec qui ils jouent. Et c'est très souvent. Bon, il y a eu le cas, comment il s'appelle, Colomani, qui a finalement, c'est comment on dit, un feu de paille. Au PSG, qui a pas réussi. Qui a réussi pendant un mois ou deux à la Juve, et puis là, il paraît qu'ils en veulent plus. Naturellement qu'ils en veulent plus. Mais c'est pas un joueur pour la Juve. Non, mais la plus grande preuve, c'est celui qui était à Rennes, qui est au Barça, qui a cité l'autre jour. Comment il s'appelle Mais attends, ça c'est la preuve. Il est mais. Ce mec, il est au Barça, il fait une saison extraordinaire. Je peux te dire, très honnêtement, Létang était président de Rennes. Il l'a acheté 22-23 millions. Je peux te dire qu'au Sporting, ils se sont foutus de sa gueule. Ils ont dit, mais c'est quoi ce bout de bois qu'il a pris, 23 millions, il s'est fait enfiler une perle et tout. Il s'était trompé, le mec. Ah oui. Parce que d'abord, il a été bon à Rennes, n'oublie pas. Il a revendu tout de suite le même tarif. Et après, il a été revendu, je ne sais pas combien, à Barcelone. Il était à Leeds. Il a été revendu à Barcelone. Le mec, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. On le verra ce soir. Mais c'est marrant. Quand il était en France. Moi, je suis très sceptique sur le niveau journalistique, footballistique de nos journalistes. Parce que, moi, je te dis, il y en a. Voilà, je vais me faire des amis. Oui, mais il y a 75% qui comprennent rien, mais ils comprennent rien. Tu mets peut-être là-bas un peu de 75%, mais j'ai été gentil, j'ai eu peur de dire autre chose. J'écoute les Italiens, c'est la même. Des fois, il y a des gens qui parlent pour parler, on est d'accord là-dessus. Nous, on essaye de construire, donner des infos. Alors, je vais pas nous sortir notre épingle du jeu, mais on essaye d'être correct, il y a une vraie remise en question, et peut-être qu'il y en a qui savent pas trop faire ça et qui tirent vite sur l'ambulance. Oui, voilà. Non, mais c'est intéressant. Et on est toujours dans la... Alors, c'est-à-dire que d'un côté, tu as deux joueurs qui arrivent à l'OM, c'est des génies intégrales. Ça y est. 3 mois après, mais 3 mois après, tu t'aperçois. Mais il est pour rien, Bastien. 3 mois après, tu t'aperçois que c'est des joueurs lambda, comme on a dit, qui t'apportent rien. Puis tu as tes très bons joueurs qui, eux, passent à travers les radars. Et après, on s'aperçoit, mais dis-moi, lui, il jouait là, lui, c'était un bon joueur, et lui, machin. Bah oui, c'est un bon joueur. T'avais qu'à regarder, c'est tout. On sait que c'est un bon joueur.
Alors, est-ce que la saison du PSG sera gâchée, du coup, pour faire le lien avec la question Twitter? Naturellement, s'ils se font éliminer, c'est gâché. C'est pour ça qu'un vainqueur en championnat, je ne suis pas sûr. Non, mais c'est pour ça que le statut de favori, c'est pas du tout pareil que quand il joue Liverpool. Ça n'a rien à voir. Voilà. Un tour de table rapide. Ce soir, un score. 3-1. Pour Paris 1-0. 2-0 pour le PSG. Moi, je donnerais 4-1. Moi, il va y avoir des buts 4-1, 4-2, 5-1. Il va y avoir des buts. Mais toi, comme d'habitude, toi, t'as dit 3 scores. Nous, on en a dit 1. Ok. Voilà. 4-1. Comme d'habitude, les Italiens. Tu veux passer un petit message après? Oui, alors, Eric, c'est pour ça que j'ai fait ce petit tour de table rapide pour te laisser le temps de je voudrais passer un petit coucou à Jean-Claude Panos, Sophie Panos, Mika Panos, car ces 2 dernières années, ils ont passé des moments très, très difficiles pour des problèmes de santé. De Sophie, et je l'embrasse bien fort. Voilà, mon ami. C'est aussi ça le football. Moi, il nous reste 1 minute 30. On va pas tomber dans le pathos, mais c'est très important. À un moment, on est là pour parler de foot et tout, mais très important de dire aux gens, aimez-vous, ne perdez pas de temps dans des broutilles, des conneries, et voilà. Ça, c'est sûr. Et c'est ce qu'on vit au travers du football. Les mauvais, alors on parlait de mauvais journalisme, mais il y a mauvais joueurs. Non, mais c'est pas. Il y a un moment, il faut remettre l'église au centre du village. Il y a des choses graves et des choses pas graves. Voilà. Et c'est bien d'en parler. J'aime bien, moi, terminer l'émission en faisant un petit coucou. Ah, moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui j'aime beaucoup. Voilà, pour qui le soleil ne brille. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance. Un message à Gilou, un petit message à Crouchot. Voilà, c'est le. Dans la solitude, par exemple, on est là aussi pour essayer d'égayer les soirées. Moi, je vais passer un message à quelqu'un qui s'appelle Thierry Bolloré. Je vous le dis, je sais qu'il a été gravement griffé et c'est un griffeur. Et je voudrais lui dire que... Il a griffé ou il a été griffé? Non, il a été griffé et il griffe. Et je voudrais vraiment lui dire qu'il faut qu'il revienne très très vite de son périple. Bon, le message est passé. Voilà, le message est passé. Merci à vous, merci. Merci Maurizio. On est toujours un petit peu pris par le temps. Voilà, il nous reste 30 secondes pour dire merci à tous nos auditeurs. On vous le redit, on l'a dit il n'y a pas longtemps, on a dépassé le 1 million d'abonnés sur YouTube. C'est une émission, il y a l'émission le mardi, celle du avec Philippe David, celle du mercredi, on est là, et le jeudi avec But Football Club avec Lionel Rousseau, Benjamin Dadet, Michel Boulard. Et le mercredi avec Chemise Bouton. Et avec lunettes aussi, la semaine prochaine. Voilà, donc maintenant vous repérerez en nous regardant sur YouTube. Il y a chemise, bouton et lunettes. On vous dit pas qui est qui. Voilà, merci Gilles Favard, merci Eric Blondel, merci Pierre Grégoire. Merci à vous tous. Merci à tous. Bonne soirée, et n'oubliez pas de vous aimer. À mercredi prochain. Allez Paris.